Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et... Attends une minute, j'ai lu le titre et on repart sur un conte d'Andersen. Bah ouais. Mais je croyais que tu refusais de traiter 2 fois le même sujet. Alors oui, mais techniquement c'est juste le même auteur et puis... Et que c'était pour ça que tu refusais de faire des remakes des premiers épisodes malgré leur son et leur rythme tout pourri. Et mon absence aussi, mais ça c'est un autre débat. Eh bien... En plus on est en avril, le mois des sirènes c'est mai et... Oh mais attends, c'est ça! Ça quoi? Le remake de la petite sirène qui sort le mois prochain. Tu veux absolument parler du sujet pour tenter d'attraper la hype avant la sortie. Et tout ça pourquoi? Parce que tu veux absolument que ton dernier épisode soit sur... Eh regarde! Une transition qui fait mouche! Quoi? Pfiou, j'espère qu'elle m'a pas suivi. Donc ouais, pour mon avant-dernier épisode, j'ai décidé de revenir dans le monde merveilleux et déroutant des contes du compas Hans Christian Andersen. Pas de voyage alambiqué jusque dans le Grand Nord pour ne pas affronter une sculpture de glace vivante. Cette fois-ci, on va plonger dans le bleu profond avec la petite sirène. Avant d'être la nouvelle, mais hélas pas dernière, victime de la manie des studios Disney de démagifier leurs classiques d'animation, et ouais j'invente des mots, qu'est-ce que tu vas faire? La petite sirène était un conte d'Andersen paru en 1873. Et encore avant, les sirènes étaient des créatures qui chantaient pour ensorceler et faire sombrer les marins qu'on retrouvait dans les mythes nordiques et gréco-latins. Mais si je pars sur cette pente, on n'en aura jamais fini. Retenez juste que chez les Scandinaves, les sirènes sont des femmes poissons et chez les Grecs, c'est des femmes oiseaux. N'est-ce pas 50 nuances de grec? Vous connaissez sûrement le conte, mais c'est toujours bon de rappeler les bases. Dans les profondeurs de l'océan vivent le roi des mers et sa famille, dont notre héroïne, la petite dernière de 5 filles, qu'on va appeler Aqua pour le bien de mon résumé. Quand elle atteint ses 15 ans, Aqua reçoit enfin l'autorisation de nager jusqu'à la surface. Et elle tombe bien car une tempête menace de couler un navire et le prince humain qui se trouve dessus, qu'on va appeler Don pour le bien de mon argument. Don tombe à l'eau et Aqua le repêche avant de le ramener à moitié mort sur la rive. Quelques instants à le mater comme une stalkeuse plus tard, Aqua s'enfuit quand une autre femme, qu'on va appeler Nana, vous suivez l'idée, débarque vers eux. Aqua retourne chez son père et discute de la vie, de l'univers et du reste avec sa grand-mère. Cette dernière dit que les humains ne vivent que quelques décennies, mais ont une âme immortelle qui fait qu'ils ne disparaissent jamais vraiment. Aqua fait un caprice pour avoir une âme et apprend qu'elle doit séduire et épouser un humain pour l'obtenir. Bravo mamie, quelle bonne idée de dire ça à une ado qui semble si mature et si réfléchie. Ni une ni deux, Aqua file vers la sorcière des mers et lui demande de l'aide pour devenir humaine. Cette dernière accepte de lui concocter un filtre, mais l'avertit qu'il y aura des conséquences. Elle devra quitter sa famille pour toujours, sa queue se divisera pour devenir des jambes, mais chaque pas la fera atrocement souffrir, et si jamais Don largue Aqua pour une autre, elle se transformera en écume de mer à l'aube de leur mariage. Aqua accepte le marché malgré les risques et vend sa voix en échange du filtre. Et pour encore plus de malaise, je tiens à préciser qu'elle lui coupe la langue, ouais c'est crade. Maintenant humaine et muette, Aqua re-rencontre Don et ces deux-là deviennent rapidement amis, voire plus. Un jour, ils partent rompre les fiançailles arrangées de Don pour qu'il puisse épouser Aqua tranquille. Sauf que sur place, il rencontre Nana, celle qu'il avait trouvée sur le rivage, et, persuadé que c'est elle qui l'a sauvée, il largue Aqua pour Nana. Et cette dernière ne dit rien, bien entendu. Sur le bateau qui ramène ce beau monde, les jeunes mariés profitent de leur lune de miel, tandis qu'Aqua attend la mort sur le pont. Tout à coup débarquent les grandes sœurs d'Aqua, qui ont vendu jusqu'à leurs cheveux à la sorcière des mers en échange d'un moyen de la sauver. Aqua doit poignarder Don et Dana en plein cœur et laisser leur sang s'écouler sur ses pieds, qui redeviendront alors une queue et elle pourra revenir vers la mer. Après, c'est pas dit qu'elle retrouverait sa voix, mais éviter de mourir, c'est déjà pas si mal. Sauf qu'Aqua ne peut se résoudre à tuer son crush et, alors que le soleil se lève, elle se jette à la mer et se laisse devenir écume. Ah, les contes de fées, tellement réjouissants avec leur fin toujours heureuse. Enfin ça, c'est la version originale grave déprimante. Mais j'ai déjà lu des éditions où la petite sirène devenait un esprit de l'air pour avoir refusé de tuer son ex au dernier moment. Donc, au moins elle a obtenu son ami mortel. Mais c'est vrai que comparé à la Reine des Neiges, où tout se termine tellement bien qu'on n'a même pas besoin de vaincre la grande méchante qui donne son nom à l'histoire, on a un tout autre son de cloche avec la petite sirène. Faut dire qu'en plus de l'influence chrétienne de sa mère et de son obsession de prouver sa valeur envers ses détractrices, Andersen était aussi connu pour son hypersensibilité qui pouvait parfois conduire à la dépression et ses relations amoureuses malheureuses qui ne se sont jamais concrétisées. Et la petite sirène est là pour démontrer que l'amour c'est intense, ça finit toujours par s'arrêter et ça fait mal à s'en arracher le cœur. Surtout quand les origines sociales et le genre de ton crush viennent se mêler à ta confusion sentimentale. Mais enfin, je suis pas là pour débattre des potentielles tendances homo et ou ace d'Andersen,
c'est le conte et ses adaptations qui m'intéressent. Et des adaptations, il y en a eu. En opéra, en ballet, en statue, en attraction et bien évidemment en œuvre audiovisuelle. Parfois très fidèle, parfois en esprit seulement, La Petite Sirène a connu bien des vestiges de son histoire, sans compter l'apparition des sirènes en tant que figurantes dans d'autres univers imaginaires. Et je suppose que je ne vous apprends rien si je vous dis que la version Disney de 89 a éclipsé la majorité d'entre elles. Et même si c'est assez triste que tant de versions tout aussi intéressantes les unes que les autres passent un peu inaperçues, il faut reconnaître que ce film reste très cool. L'animation est très belle, les musiques restent bien dans la tête, j'adore le personnage d'Ursula, et bon, Ariel est un peu tête à claque, mais j'aime la voir comme un prototype pour les futures héroïnes type Belle, Mulan ou Réponse. Et surtout, ce film a inauguré le retour des adaptations de contes avec princesse, chose que les studios n'avaient plus fait depuis La Belle au bois dormant en 1959. Ah ouais, quand même! On dit d'ailleurs que ce film a lancé le second âge d'or de Disney, qui durera jusqu'en 95. L'année de ma naissance, tiens, serais-je liée à leur déclin? Là encore, je suis pas ici pour vous faire un historique des studios Disney, Mea a écrit un livre pour ça. Si je suis ici, c'est pour faire une nouvelle version de La Petite Sirène, du Prince et de la Sorcière des Mers. À nos marques. Prêts? Dessinons! Contrairement à la Reine des Neiges, La Petite Sirène il a pas de prénom. est présente tout du long de l'histoire, et donc justifie que son nom en soit le titre. Et plus je me suis attardée sur l'histoire personnelle d'Andersen, plus j'ai commencé à voir le personnage comme une sorte de reflet de l'auteur, ne serait-ce qu'en esprit. En effet, Andersen est issu d'un milieu modeste et a tenté tout au long de sa carrière d'atteindre les hautes sphères de la société danoise de l'époque. Et il ne sera jamais satisfait des succès qu'il obtiendra car, à ses yeux, aucun ne reflétait sa valeur véritable. De la même manière, la petite sirène ne se satisfait pas d'être une princesse d'un monde sous-marin prospère et paradisiaque. Elle veut atteindre un monde qui lui est inaccessible, quitte à sacrifier son plus grand trésor, sa voix, et à renier sa véritable nature. Mais elle devra apprendre qu'à force de vouloir s'approcher du soleil, on finit par se brûler les ailes et affronter les conséquences de son acte passionné. Elle n'est cependant pas complètement condamnée car elle n'avait que les meilleures intentions. C'est par amour qu'elle a sauvé le prince, qu'elle sacrifie sa voix pour le rejoindre et qu'elle renoncera à le tuer, même pour sauver sa propre vie. Et grâce à cette maturité bienveillante, elle devient une fille de l'air qui pourra entrer au paradis au bout de 300 ans de bonnes actions. Mais bien évidemment, cette fin un quart douce, trois quarts amère n'allait pas coller avec le cahier des charges disneyen. Adieu donc l'histoire de l'âme immortelle, des jambes qui font un mal de chien, de la mort en écume et de la langue coupée. On part sur une adolescente, basée sur Alyssa Milano, fascinée par le monde des humains, au point de se faire une collection d'objets de chez nous. La nouvellement nommée Ariel décide donc de devenir humaine, non seulement pour son coup de foudre, mais également parce qu'elle veut voir d'où viennent les trésors qu'elle a rassemblés. Et j'aime beaucoup l'expressivité dont Ariel fait preuve avec et sans sa voix. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que, dans l'esprit, c'est juste une gosse qui fait un caprice parce que son père n'approuve pas son crush et qui obtient sa forme humaine définitive sans autre sacrifice. C'est plus Triton qui accepte de lâcher la bride parce qu'il veut qu'elle soit heureuse malgré son mépris des humains. Mais bon, Ariel reste une étape essentielle dans la caractérisation des princesses Disney et j'imagine que si elle n'avait pas été là, on n'aurait pas eu nos héroïnes actuelles, ou alors on les aurait eues très tard. Il faut savoir que le film a eu 2 doublages français, un en 90 et l'autre en 98. Donc certains doubleuses n'ont pas pu assurer leur rôle une seconde fois. Dans le cas d'Ariel, elle est doublée par Jodie Benson en anglais et Claire Guyot pour les 2 doublages. Très bien, je vais à l'intérieur. Toi, tu restes là et tu surveilles les requins. D'accord. Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir. Mais pour je ne sais quelle raison, Marie Gallet a remplacé Guyot au chant dans le 2e doublage, alors que cette dernière est chanteuse professionnelle. J'ai des gadgets, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. J'ai beau aimer Ariel, la version d'Andersen me paraît plus en accord avec les métaphores de passage à l'âge adulte et de la douleur du changement qu'on trouve dans l'histoire. Et puis, comment tu veux prendre au sérieux un personnage qui a un nom de marque de lessive ? Oui, je sais, c'était facile. Va falloir changer 2-3 trucs. Comme j'avais envie d'éviter de juste mettre un torse de jeune fille sur une queue de poiscaille et c'est marre, je suis partie sur un profil un peu plus hybride pour la forme de sirène. Il se peut d'ailleurs que j'en ai pris un peu beaucoup à Luca des studios Pixar.
Vous l'avez vu ce film d'ailleurs ? Je le recommande, il est cool. Au départ, je voulais lui donner un profil assez proche des Asari dans Mass Effect, mais j'ai finalement décidé de laisser ses tentacules crâniens plus libres. J'aimerais bien lui donner des motifs de rayures ou d'anneaux, mais il se peut que je finisse par changer d'avis au cours du processus. Pour sa silhouette, j'ai préféré partir sur une ligne un peu androgyne, parce que j'ai eu envie de me départir de la silhouette très marquée d'Ariel. Et surtout parce que j'ai jamais compris l'intérêt de mettre des boobs, du rouge à lèvres et des longs cils à un poisson féminin. Ça me fait juste avoir des flashbacks du poisson Angelina Jolie. Donc, ma petite sirène, que je baptise officiellement Naya, conservera sa ligne androgyne une fois transformée en humaine. Et oui, sa barrette étoile de mer, son collier et son bracelet resteront tels quels tout du long du film. Pour mon scénario, j'ai eu envie de reprendre la base du film Maléfique, qui est bien pourri, mais a du potentiel l'air de rien. Les courants marins de ce monde, et donc son climat, sont générés par des perles de lumière éparpillées à travers les océans. Elles sont convoitées par les humains qui les prennent pour des trésors ou des sources de pouvoir illimitées. Mais les sirènes protègent les perles en coulant les navires qui s'approchent un peu trop de leur cachette, ce qui laisse les deux peuples en état de guerre plus ou moins ouverte. La petite Naya, encore enfant, sauve un garçon humain de la noyade et ces deux-là deviennent rapidement des amis secrets. Il doit hélas quitter le pays, mais les enfants se promettent de se retrouver un jour et s'offrent des coquillages identiques pour le prouver. Le temps passe, Naya grandit, oublie ce garçon et participe à contre-cœur au raid contre les bateaux humains, tout en essayant de limiter les victimes au maximum. Voulant mettre fin au conflit et en apprendre davantage sur le monde d'en haut, elle entend parler d'un puits de lumière qui serait à l'origine des perles et pourrait libérer leur pouvoir dans l'océan lui-même, ce qui changerait les perles en de simples globes colorés. Problème, ce puits se trouve à la source du fleuve Émeraude, dans un endroit accessible uniquement par voie terrestre. Naya part donc à la rencontre de Kappa, la terrible sorcière des mers, pour trouver un moyen. Celle-ci lui propose de lui échanger sa voix contre un filtre qui la changera en humaine pendant 7 jours avant qu'elle ne redevienne sirène. Naya accepte et, désormais une humaine muette, elle essaye de partir vers la source des perles jusqu'à se faire recueillir par le jeune prince Zéphyr qui se propose de l'aider à atteindre sa destination. Et le temps passant, Naya se surprend à éprouver d'étranges sentiments envers ce gentilhomme qu'elle croit connaître. Mais enfin, le monde est grand. Quelles seraient les chances qu'il soit ce garçon dont elle ne se souvient ni du nom ni du visage ? Dans le conte, le prince il n'a pas de prénom. est l'objectif de la petite sirène. On connaît peu le personnage, on sait qu'il peut naviguer mais n'est pas non plus invincible contre les tempêtes et que ses parents ont arrangé son mariage avec la princesse d'un royaume lointain. Mais pas grand chose de plus. Quand la petite sirène le rejoint enfin, il est à la recherche de la personne qui lui a sauvé la vie pour la remercier en l'épousant. Ce qui me fait me poser des questions sur ce qu'il aurait fait s'il avait cru qu'un mec l'avait sauvé, mais bon. Et s'il s'attache à elle, c'est parce qu'elle ressemble à sa sauveuse. En même temps, c'est elle. Mais ni l'un ni l'autre ne peut le confirmer. Et il provoque involontairement sa mort en la rejetant pour sa fiancée, qu'il croit être sa sauveuse. D'ailleurs, rien n'est dit quant à sa réaction quand sa chère amie disparaît tout d'un coup. En tout cas, pas dans les éditions que je connais. Dans un sens, si on souscrit à la théorie du conte comme étant symbolique de la vie d'Andersen, alors le prince représenterait les personnes qui voulaient impressionner, ou pour lesquelles il avait de l'affection, et qui ne lui ont jamais rendu ses sentiments comme il l'aurait voulu. Il existe d'ailleurs une idée comme quoi le conte entier serait une lettre d'amour envers Edward Collins, un fonctionnaire dont le père était un bienfaiteur d'Andersen. Après, on y croit ou on n'y croit pas, moi je pose ça comme ça. Je me souviens m'être parfois dit que ce prince était pas très malin pour confondre les deux femmes, mais à sa décharge, il était un peu en train de comater sur la plage, donc on peut pas trop lui en vouloir. On peut cependant en vouloir à la fiancée de ne pas essayer de démentir qu'elle n'a pas réellement sauvé le prince en mer. Mais je suppose que quand on t'a élevé dans l'optique de te marier avec un gars random choisi par tes parents, t'es déjà bien contente que ton fiancé ait ton âge et qu'il soit sympa, pas la peine de s'attarder sur les détails. Bien évidemment, ça n'aurait pas été optimal pour l'happy end nécessaire au classique Disney, donc on donne un peu plus de caractère au prince. Le nouvellement nommé Eric est donc un marin confirmé qui joue de la flûte, a une relation un peu moqueuse avec un majordome, et un chien nommé Max qui tente de le shipper avec sa future femme. Les dialogues confirment qu'il a refusé des fiançailles avec une princesse quelconque, ce qui le rapproche pas mal d'Ariel dans le sens où lui aussi veut trouver son bonheur ailleurs.
Alors oui, il manque presque d'en épouser une autre, mais à sa décharge, il a été hypnotisé par la méchante avec un coquillage magique et revient très vite vers Ariel une fois désenvoûté. Ça existe ce terme d'ailleurs. Et puis, il faut reconnaître qu'il n'a pas froid aux yeux en allant affronter un monstre marin à lui seul sur un bateau en ruine. Il est joué par Christopher Daniel Barnes en anglais, par Thierry Ragueneau en 90. Tu ne vas pas me reprocher de ne pas être tombé amoureux de la princesse de Glowerhaven, n'est-ce pas? Et Bruno Choël en 98. Je sais qu'elle existe quelque part, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Personnellement, Eric était mon deuxième crush d'enfance après Aladdin. Et puis, j'aime bien son côté détendu par rapport à d'autres princes Disney de l'époque. Malgré tout, j'ai la sensation qu'on peut faire autre chose d'intéressant avec cette base. J'étais pas sûre de s'il faudrait partir sur le look prince ou juste marin pour mon héros. Faut dire que les vêtements officiels doivent pas être très pratiques sur un bateau. Mais au final, j'ai porté mon choix sur des vêtements officiels. Après tout, mon prince est également ambassadeur de métier et doit toujours être propre sur lui, même décoiffé par le vent du large. J'ai pas vraiment d'inspiration précise pour sa tenue, j'ai juste étudié des habits princiers modernes avant d'essayer de les rendre un peu classiques. C'est bien de faire simple parfois. Remarquez le coquillage épingle à jabot, toujours de saison. Mais cette apparence très professionnelle cache des mains très marquées qui n'ont pas peur de se salir quand la situation l'exige. Ceci nous amène à la réécriture de son rôle. Le prince, Zéphyr si vous vous souvenez, a failli se noyer quand il était enfant et accompagnait sa famille en voyage à l'étranger. Mais une petite sirène réussit à le sauver et à le ramener sur le rivage. Les deux enfants deviennent très amis et continuent de se voir en cachette pendant quelque temps. Quand les parents de Zéphyr annoncent qu'il faut maintenant rentrer, ils passent toute la journée à chercher 2 coquillages identiques pour en offrir un à son ami Poissonne. Malgré leur promesse de se revoir un jour, le temps passe, il grandit et oublie le nom et le visage de cette mystérieuse amie d'enfance. Plus passionné par les histoires de la mer que par les complots de la cour, il reste à un poste d'ambassadeur en attendant que ses parents ne le marient quelque part. Son rêve est de se rendre dans le légendaire Nid des Sirènes et réussir à établir la paix entre les deux peuples. Mais il pense que ce ne sera jamais qu'un beau rêve. En attendant, le voilà qu'il recueille une bien étrange fille. Elle est muette, semble incapable de tenir sur ses 2 jambes et s'étonne de tout ce qui passe sous ses yeux. Elle lui communique maladroitement qu'elle s'appelle Naya et doit atteindre la source du fleuve émeraude d'ici 7 jours afin d'aider la paix humain-sirène. Zéphyr n'y croit pas vraiment mais se sent responsable de la jeune fille et décide donc de l'accompagner. Et puis, il n'est pas sûr de savoir pourquoi, mais il se sent étrangement nostalgique aux côtés de cette drôle d'étrangère. Bizarre, n'est-il pas ? Dans le conte, la sorcière des mers, non elle n'a pas de prénom, n'apparaît que le temps d'accueillir la petite sirène, lui proposer son filtre métamorphe, l'avertir des risques, lui couper la langue et lui donner la potion. Et c'est une fin de tournage pour la sorcière des mers, merci à cette dernière d'avoir participé au projet. Bon, j'exagère, elle est mentionnée à la fin du conte où les sœurs de la petite sirène disent qu'elles lui ont vendu leur trésor en échange d'un moyen de la sauver. Mais c'est tout, rien avant, rien après. En somme, la sorcière est une femme d'affaires qui se contente de gérer son commerce sans se préoccuper davantage des affaires du monde. J'ai lu pas mal d'analyses comme quoi elle serait l'équivalent d'un démon tentateur qui offrirait l'humanité à la petite sirène en échange de sa possibilité d'obtenir une âme. Et c'est vrai que ça correspond assez à l'influence de la chrétienté sur la pensée et l'écriture d'Andersen. Mais personnellement, j'ai un peu de mal à voir le côté démon vu qu'à aucun moment elle ne semble vouloir doubler notre héroïne. Elle met des conditions bien précises sans double sens et demande un prix très explicite. C'est la petite sirène qui a tout accepté, a payé, la sorcière n'a donc aucune obligation si ce n'est de lui préparer son filtre et la responsabilité incombe à la cliente si tout part en steak. Mais le film avait besoin d'un antagoniste pour fonctionner, donc les gens ont créé la 2e meilleure méchante Disney après Maléfique en s'inspirant de Madame Médusa dans Bernard et Bianca, des pieuvres et de feu la drag queen Glen Milstead dite divine, Ursula. Alors, je vais pas parler de ses origines comme quoi elle serait la fille de Poséidon, donc la sœur de Triton, et par conséquent la tante d'Ariel ou quoi que ce soit. Ça part vraiment très loin. Si vous voulez les détails, procurez-vous les livres de Serena Valentino et ou ceux de la collection A Twisted Tale. Dans le film, on sait qu'Ursula vivait autrefois au palais d'Atlantica, jusqu'au jour où elle a été exilée par Triton.
Depuis, quand elle ne planifie pas sa vengeance, elle tient son commerce où elle propose des sorts et potions pour exaucer les demandes de kidam désespérés. Et si elles ne peuvent pas la payer, elle les transforme en polypes maladifs dont elle se fait un jardin devant sa tanière et qui tentent d'empêcher d'autres inconscients de tomber dans ses tentacules. Quand elle apprend qu'Ariel a eu un coup de foudre pour un humain, elle décide de la manipuler pour atteindre Triton. En échange de sa voix qu'elle gardera dans un coquillage, Ariel deviendra humaine pendant 3 jours. Si elle n'arrive pas à se faire embrasser par Eric à la fin du délai, elle deviendra l'esclave d'Ursula jusqu'à la mort. Et cette dernière n'arrange rien en se déguisant elle-même en humaine avec la voix qu'elle a volée à Ariel pour hypnotiser Eric et organiser un faux mariage qui prendra jusqu'au crépuscule. Et quand le pire arrive, Ariel a récupéré sa voix mais redevient sirène, elle arrive néanmoins à retourner la situation à son avantage en poussant Triton à prendre la place d'Ariel, ce qui lui permet de s'emparer du trident et de devenir la maîtresse des océans. Enfin, jusqu'à ce qu'Eric n'arrive à la chiche kebabée, ce qui traumatisera les enfants du public et libérera toutes ses victimes. Elle est jouée par la regrettée Pat Carroll en anglais et par Feu Micheline Dax en français pour les 2 doublages. Eh bien, mon ange des mers, la solution de ton problème est simple. Pour obtenir ce que tu souhaites, il te suffit de devenir humaine toi-même. Même si c'est un peu dommage que la grande méchante soit inspirée par une drag queen, Ursula brille par son charisme, son animation et ses talents de manipulatrice. Et j'adore Pauvres âmes en perdition, c'est la meilleure chanson du film. En tout cas, je vais avoir beaucoup à faire pour ma version de la sorcière. Même si j'aime le style énergique et rebondi, littéralement, du corps de pieuvre d'Ursula, j'ai plutôt été inspirée par les Raymanta. Leurs nageoires me font tellement penser à une immense cape, c'est trop tentant de les réinterpréter telles quelles. J'ai quand même envie de reprendre l'aspect fabulous inspiré par Divine, au moins dans le maquillage. J'ai voulu marquer le contraste entre elle et Naya par leurs bijoux. Naya a des bijoux très simples qui rappellent bien la mer. A contrario, notre sorcière, que je baptise officiellement Kappa par le pouvoir du c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, possède des perles qui, non contentes d'être ravissantes, sont très utiles à sa magie. Et ses bagues, c'est juste pour la frime. J'en profite pour attirer votre attention sur sa ceinture comportant 2 fioles. Elle conserve la majorité de son matériel dans sa tanière, c'est vrai, mais on a toujours besoin d'une petite garantie quand on rend visite à la clientèle. Chaque perle de son collier est dotée d'un effet différent et permet de jeter le sort ou de préparer la potion idéale selon la situation. Quant au coquillage à sa hanche, disons qu'il vaut mieux éviter de trop s'y attarder. En tout cas, pas avant le dernier tiers du film. Côté caractère, j'imagine Kappa comme une arnaqueuse de première. Elle se fait passer pour une bienfaitrice qui ne pense qu'au bien du peuple de la mer et peut effectivement t'offrir ce que tu veux. Mais le prix à payer est toujours conséquent et au final, elle est la seule qui en bénéficie véritablement. En dépit de sa puissance et de sa réputation, elle reste limitée par les lois des sirènes qui sont de plus en plus nombreuses à se méfier d'elle et à éviter sa tanière comme la peste. Donc, elle ne peut pas s'amuser avec les humains comme elle le voudrait, donc elle s'ennuie. Enfin, jusqu'à ce qu'une petite sirène pas très prudente vienne la voir pour lui demander de l'aide pour trouver la source des perles et amener la paix avec les humains. Voyant dans les bonnes intentions de la petite un moyen d'enfin s'éclater, Kappa accepte de la changer en humaine en échange de sa voix. Elle trouvera bien quoi en faire. La sorcière a des espions partout pour surveiller de près la progression de notre héroïne et patientera le temps qu'il faudra pour s'approprier le pouvoir de la source. Reste à espérer qu'elle saura survivre au mamour qui se développe entre ces 2 morveux. Alors c'est vrai que j'ai parlé davantage du film de Disney que du conte originel, désolé les Disneyphobes. J'avoue que cette vidéo est un peu un coup de gueule par rapport au remake qui devrait sortir le mois prochain, si j'ai bien réussi à gérer mon calendrier. Autant j'aime pas la philosophie du « c'était mieux avant » et je suis désolée si je passe pour une grosse réac qui chouine parce qu'on réadapte un truc de mon enfance, autant j'en ai assez de voir Disney retirer la magie et la beauté de leurs classiques d'animation pour surfer sur la nostalgie à moindre coût et plaire à un public nihiliste qui se croit intelligent et subversif de se moquer de la naïveté et de la positivité d'œuvres destinées essentiellement à un public enfantin. Je suis d'accord qu'il faut confronter les enfants à des émotions fortes négatives,
mais pas au point de leur enfoncer dans leur crâne que le monde est cruel et qu'elles seront malheureux jusqu'à la fin de leur jour. Il y aura la crise d'adolescence pour ça. Et toute cette grisaille soi-disant réaliste n'est pas non plus bonne pour les équipes d'effets spéciaux qui crunchent leurs grands morts pour faire de très bonnes à excellentes textures pour ensuite se faire jeter comme des poubelles sur des flics. C'est pas vous le problème les gens, c'est les ordres que vous recevez des exécutifs. Donc, cher public qui a supporté ma voix mal enregistrée jusqu'ici, déjà, merci beaucoup, vous êtes de la dynamite. Et ensuite, ne donnez pas votre argent à cette future daube en puissance. Lisez le conte, revoyez le Disney original, ou même une autre adaptation pour ce que j'en sais. La petite sirène existe de 1001 façons, alors ne gâchons pas notre énergie pour une version passée à la moulinette pro-nostalgie et sans prise de risque. Profitons plutôt de la beauté douce amère portée par son histoire et du son des vagues qui pleurent encore cette victime d'un amour mélancolique. Profites-en pour méditer sur la femme opportuniste que tu es en train de devenir. C'est pas un papillon avec un nom de site de financement participatif qui va me dire quand traiter quel sujet. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life!